Bonjour et bienvenue donc sur Gasoline Auto. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, je pense, qui va susciter pas mal d'intérêt chez bon nombre de personnes. Comment éviter les plus grosses arnaques et escroqueries lors de l'achat d'un véhicule d'occasion? Pour cela, je vais dans cette vidéo vous donner quelques petits tuyaux et une petite formation pour que vous deveniez un expert dans l'achat de votre futur véhicule d'occasion. Pour cela, en premier lieu, vous aurez besoin, bien entendu, un petit peu de matériel. Alors ça y est, de suite, vous allez vous imaginer la valise des experts à Miami. Eh ben non, tout simplement, vous aurez besoin d'une pièce de monnaie sur laquelle vous allez faire une marque à 4 mm, et vous allez voir pourquoi. Et ensuite de ça, vous aurez besoin aussi d'une lampe pour pouvoir, bien entendu, ausculter les zones sombres dans le compartiment moteur et éventuellement dans les trains roulants du véhicule. Pour cela, nous allons donc procéder en 3 étapes. Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux 4 coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Donc vous allez vous rendre sur votre site d'annonce que vous avez choisi. Vous allez devoir renseigner plusieurs critères, la marque, le modèle, la carrosserie, le budget. Le budget, en l'occurrence, par exemple pour ce véhicule-là, on a un budget de 6 000 € aujourd'hui. Donc vous allez mettre entre 5 000 et 7 000 pour avoir un panel d'annonces plus important et pouvoir mieux faire votre choix d'annonce et de véhicule. Vous allez aussi devoir renseigner la zone géographique. Pour cela, je vous conseille de renseigner une zone géographique de 150 km qui vous fait un aller-retour de 3 heures. Et bien sûr, avec 1 heure de visite, vous allez donc être sur 4 heures, soit une demi-journée. Dans une journée, vous ne pourrez visiter que 2 véhicules maxi. Maintenant, passons au choix de l'annonce. Vous allez, dans un premier temps, déjà devoir établir le prix moyen de ce véhicule-là sur le marché de l'occasion et le kilométrage moyen. Pour ce faire, vous allez prendre 10 annonces dont vous allez ajouter tous les prix pour les diviser par 10 au final et obtenir un prix moyen. Vous allez faire pareil pour le kilométrage. Vous cumulez tous les kilométrages de ces 10 annonces, divisé par 10, vous obtenez votre kilométrage moyen. Et là, déjà, vous avez 2 éléments principaux. Vous savez que ce véhicule-là, il est à 6 000 € en moyenne sur votre site, avec un kilométrage de 100 000 km. Bien sûr, vous allez aussi faire attention aux années. Vous allez faire une petite moyenne des années. Vous savez que avec ce kilométrage-là et ce prix-là, vous allez avoir un véhicule qui est aux alentours des années 98-99. Maintenant, prise de contact avec le vendeur. Si c'est un professionnel, la durée de la garantie. Normalement, il est tenu de vous garantir le véhicule 12 mois. Depuis le 1er janvier 2022, c'est la garantie légale de conformité. On ne peut pas faire autrement, c'est la loi, on ne peut pas y déroger. Vous allez bien sûr lui poser des questions sur l'entretien. Monsieur, avez-vous des factures sur les 3 dernières années concernant l'entretien effectué sur ce véhicule-là? Il faut savoir une chose, sur certaines marques et certains modèles, les courroies de distribution sont à remplacer tous les 5 ans. Donc, warning, si le véhicule, la distribution n'a jamais été faite, vous serez obligé de la faire. S'il n'y a pas de facture, vous serez obligé aussi de la faire. N'importe qui peut prendre un stylo et écrire dans le compartiment moteur une préconisation suite à un remplacement d'une courroie de distribution. Ça n'a aucune valeur. Un carnet d'entretien tamponné, ça peut avoir une valeur. Mais encore, ce serait bien d'avoir une facture d'un professionnel. Ensuite, vous allez bien entendu lui demander la copie du contrôle technique. Il faut vous renseigner. Il faut voir si ce véhicule fait l'objet d'une contre-visite ou pas. Vous allez aussi regarder la date du contrôle technique. Il faut qu'il ait moins de 6 mois s'il n'y a pas de contre-visite. S'il est sujet à une contre-visite, moins de 2 mois. Mais ne refusez pas les véhicules avec une contre-visite. Ça peut être aussi une bonne affaire. La personne veut peut-être vouloir s'en séparer parce qu'elle a acheté un autre véhicule, elle ne veut pas faire plus de frais que ça dessus. Donc peut-être que vous allez saisir la bonne affaire. Je vous le souhaite. Maintenant, vous allez aussi donc lui poser la question si la carte grise est à son nom. Si c'est un professionnel, elle sera en déclaration d'achat. Si c'est un particulier, la logique veut que la carte grise soit à son nom. Donc si la carte grise n'est pas à son nom déjà, ça sent un petit peu mauvais. Donc lui, on va l'écarter. Vous allez donc lui demander, est-ce que vous avez 2 clés de démarrage et est-ce que vous avez
le carnet d'entretien du véhicule. Si oui, est-il suivi et est-il à jour? Ça, c'est très très important et c'est ce qui va faire la valeur du véhicule que vous allez acheter. En premier, donc, vous allez contrôler à froid les niveaux moteurs de tous les fluides, c'est-à-dire huile moteur, direction assistée, liquide de refroidissement. Vous avez un mini, un maxi ou un Holt et un cold. Donc pour là-dessus, il n'y a aucun problème. Vous avez des repères, vous saurez comment faire. Vous allez bien entendu contrôler aussi l'état des courroies apparentes, les durites, mais pas que. Contrôlez l'étanchéité du bloc thermostat. Généralement, sur certains véhicules, ils sont amenés à fuir, et ce qui vous fait comme un dépôt de calcaire autour. Si vous voyez qu'il y a un dépôt blanc tout autour du boîtier de thermostat, vous pouvez prévoir son remplacement. En moyenne, c'est 100 € avec la main d'œuvre et le liquide de refroidissement. Vous allez contrôler aussi donc le liquide de frein. Vous ouvrez le bocal, vous regardez si le liquide est transparent ou non. Si vous voyez qu'il est marron, vous pouvez prévoir son remplacement. Ça vous coûte en moyenne 60 € chez un pro. Bien contrôler aussi que tout soit bien attaché dans le compartiment moteur. Le radiateur, tout ça. Et ensuite de ça, vous allez en profiter que le capot est ouvert pour pouvoir checker au niveau des fixations de phares. Regardez bien que les phares ne soient pas cassés au niveau des fixations et qu'ils n'aient éventuellement pas été réparés avec des malfaçons. Regardez aussi au niveau des fixations des ailes, que les vis ne soient pas endommagées par un éventuel démontage antécédent. Maintenant, vous allez aussi, avant de démarrer le véhicule, faire encore d'autres contrôles. Le silencieux d'échappement, vous allez le taper comme ça, vous allez le secouer un peu pour voir s'il fait du bruit. S'il fait du bruit, soit il est mal fixé, soit vous avez des chicanes à l'intérieur qui sont en train de se dessouder. Donc vous aurez aussi le remplacement de celui-ci à prévoir. Avant de démarrer le véhicule, faire le contrôle de la fermeture centralisée. Et voir si toutes les portes ferment correctement, premièrement, et si tous les barillet de porte fonctionnent. Parce qu'un barillet de porte en moyenne remplacé chez un pro, c'est entre 150 et 200 €. Ce qui devra éventuellement faire appel au constructeur pour avoir cette pièce qui est codée au numéro de la clé. Vous allez donc mettre maintenant votre véhicule en route. Et vous allez, en plus de ça, mettre la climatisation aussi en route. Et pendant le temps que votre véhicule est en route et qui chauffe, vous allez ensuite faire le tour du véhicule en carrosserie. Et vous allez regarder tous les détails qui ne vous conviennent pas. En moyenne, un élément endommagé comme celui-ci, c'est 300 €. Un élément endommagé comme celui-ci, c'est 600 €. Une baguette de porte, en moyenne, entre 50 et 100 €. Mais attention, quand on commence à taper sur la structure du véhicule, là, le montant commence à chiffrer. Regardez par exemple, ce bas de caisse, on est à 1500 € remplacé. Donc vous allez prendre la fameuse pièce dont je vous avais parlé en début de vidéo, et vous allez la mettre dans la rainure du pneu. Si la gomme du pneu arrive en dessus des 4 mm, donc la marque que vous avez fait sur la pièce, les pneus ne sont pas remplacés. Si elle est en dessous, vous pourrez prévoir le remplacement de ces derniers. Cependant, dites-vous, au plus le flanc est petit du pneumatique, au plus le prix est élevé. Contrôle des freins. Vous allez donc passer votre doigt sur le disque de frein, et si vous sentez une nervure en bout du disque de frein qui est supérieure à 1 mm, là vous pourrez prévoir le remplacement de ces derniers. Pareil pour le contrôle des plaquettes de frein. Vous voyez, vous avez le dos de la plaquette, et ensuite de ça, vous avez donc la garniture de frein sur la plaquette de frein. Si celle-ci est inférieure à 4 mm, vous pourrez prévoir le remplacement de ces dernières. Phase finale, avant le contrôle de l'habitacle, bien entendu, le brin d'antenne. Voir si celui-ci se démonte ou pas. Si vous n'arrivez pas à le démonter, il vous faudra éventuellement prévoir le remplacement du pied d'antenne et de l'antenne. Une centaine d'euros plus 2 heures de travail chez un pro, donc au total 250 €. Bien contrôler aussi la trappe de carburant. Voir si le bouchon est bien présent, s'il est bien fonctionnel aussi. Et si votre trappe de carburant se verrouille bien. Le check intérieur, donc vous allez contrôler toutes les options à l'intérieur du véhicule. Tout. Et vous allez bien contrôler, quand le véhicule est en route, que le froid sorte à toutes les bouches d'aération. Il y a certains véhicules qui ont des volets de mixage, donc ce sont des volets qui sont électriques pour la climatisation, et certains peuvent tomber en panne ou gripper. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir du chaud qui sort d'une bouche d'aération et de l'autre, vous avez du froid. Donc là, forcément, ça va vous faire des frais supplémentaires. Et bien entendu, vous allez aussi donc contrôler ici la présence des carnets d'entretien et des manuels d'utilisation du véhicule, ainsi que la présence des 2 clés.
Une coque de clé, en moyenne, ça vaut une vingtaine d'euros. Donc, c'est pas ça qui va vous ruiner. Contrôlez aussi le bon fonctionnement des ceintures de sécurité et des boucles. Et ça, à chaque ceinture et à chaque boucle de sécurité. Contrôlez aussi la fixation des sièges. Bien regarder au niveau des boucles de ceinture, des prétensionneurs. Si vous en avez une qui est plus basse que l'autre, c'est que il y en a une qui a été déclenchée, éventuellement par un sinistre, et que derrière, ça peut vous présenter encore des frais supplémentaires. Contrôlez aussi le bon état des joints. Si ceux-là sont éventuellement coupés ou craqués, ça peut vous faire une entrée d'eau dans le véhicule. Et ça, à chaque partie ouvrante du véhicule, même au haillon. N'oubliez pas non plus de contrôler le bon fonctionnement de la prise allume-cigare. Vous en aurez certainement besoin lors de votre retour à votre domicile pour pouvoir charger votre téléphone. Lorsque vous aurez mis la climatisation, vous aurez normalement entendu le clic du compresseur de clim. Si vous ne l'entendez pas, c'est que le compresseur ne fonctionne pas, vous n'aurez jamais de froid. Ensuite de ça, il vous faudra bien entendu faire checker le problème par un professionnel, soit une fuite, soit un organe qui est défectueux. N'oubliez pas non plus de regarder au niveau du compteur si vous n'avez pas de présence de voyant défectueux. Là, c'est un check, hop, il va s'éteindre. Regardez bien aussi que la jauge de carburant fonctionne correctement. Et comme je vous l'ai dit, regardez aussi la température du moteur. N'oubliez pas de regarder aussi l'état des compteurs avec cristaux liquides. N'hésitez pas à utiliser toutes les fonctions de la ventilation pour voir si éventuellement il n'y aurait pas un volet qui serait grippé. Regardez aussi toutes les vitesses de ventilation si elles fonctionnent. Essayez la radio, le warning. Là, vous fermez les bouches d'aération pour voir si ça fonctionne aussi. Regardez aussi si les petites ailettes dedans ne sont pas cassées en bougeant comme ça les aérateurs. N'hésitez pas à faire un test aussi de tout ce qui est les commandes au volant. Et éventuellement, lors de l'essai, vous ferez aussi un test pour le régulateur de vitesse. Maintenant, vous allez partir donc en essai. Vous réglez, comme au premier jour de votre permis, rétroviseur, intérieur, extérieur. Et ça va vous permettre aussi de contrôler le bon fonctionnement de ces derniers. Réglez votre siège. Soyez au confort lorsque vous allez essayer ce véhicule. Ensuite, quand vous allez partir pour faire l'essai, regardez bien pendant l'essai la température du moteur. Ça, c'est primordial. Elle ne doit pas dépasser les 90-95 degrés au grand max. Si elle dépasse les 95 degrés au grand max, c'est qu'il y a un problème sur le véhicule. Soit un joint de culasse, soit un thermostat défectueux, ou éventuellement un autre type d'avarie. Alors pour faire votre essai, vous allez bien entendu partir sur 3 zones différentes. La première, vous allez donc aller en agglomération pour essayer le véhicule à basse vitesse, faire des freinages à basse vitesse et bien entendu checker les trains roulants sur les dodanes pour voir des éventuels bruits de coupelle d'amortisseur, de rotule ou autre bruit de suspension. Ensuite, vous allez essayer de vous rendre dans une zone industrielle. Et je dis bien une zone industrielle et non commerciale parce qu'une zone industrielle, normalement le week-end, elle est déserte. Donc ce qui va vous permettre de pouvoir essayer votre véhicule avec la plus grande des tranquillités. Dans cette zone industrielle, vous allez tester vos marches arrière, vous allez regarder les angles morts, vous allez tester aussi, si elle en est équipée, les radars de recul et peut-être les radars de stationnement avant. Vous allez bien entendu aussi pouvoir faire des tests de freinage et bien sûr, vous allez pouvoir essayer le véhicule sur les 3 premiers rapports. Et ça, c'est très intéressant parce que vous allez ensuite de ça pouvoir voir l'efficacité du moteur. Vous allez par la suite vous rendre sur autoroute pour faire un test à grande vitesse entre 120 et 130 km/h afin de voir s'il n'y aurait pas d'éventuelles vibrations avant ou arrière. Généralement, entre 110 et 130 km/h, quand il y a des vibrations, c'est que ça vient du train arrière, donc peut-être un mauvais équilibrage des pneus ou éventuellement une déformation des pneumatiques arrière. Phase tant attendue et finale, négociation et acquisition. Donc grâce au check-up précédent que vous avez fait du véhicule, vous avez donc obtenu un montant approximatif des réparations qu'il y aura à effectuer sur ce véhicule. Ce montant-là va vous permettre une éventuelle négociation de baisse au niveau du prix de vente avec le vendeur. Vous allez bien entendu aussi lui demander la présence des derniers documents de moins de 3 ans, c'est-à-dire tout ce qui est facture d'entretien, des éventuelles réparations qui ont pu être effectuées sur le véhicule, à savoir embrayage, distribution, amortisseur ou freinage.
Ça, c'est très intéressant de le savoir. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir déterminer les éventuels frais que vous allez devoir prévoir par la suite. Ensuite de ça, vous allez donc regarder le contrôle technique et vous allez contrôler l'authenticité du contrôle technique avec le numéro de centre. Vous allez vous rendre sur le site de l'OTC dont vous avez l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran et vous allez donc renseigner le numéro de centre. Le site OTC va vous communiquer les coordonnées du centre qui correspond à ce numéro-là et vous allez donc pouvoir ensuite de ça contrôler l'authenticité de ce rapport de contrôle technique qui vous est présenté. Vous allez bien entendu aussi contrôler la carte grise. Si c'est un particulier, la carte grise doit être à son nom. Si c'est un professionnel, il doit être en déclaration d'achat. Il est tenu de vous présenter la déclaration d'achat et de vous la remettre au jour de la vente. Concernant le particulier, carte grise à son nom et regardez bien aussi la date à laquelle le certificat d'immatriculation a été établi. Au plus la durée est courte, au plus ça sent mauvais. Si vous voyez que ça fait 1 an que le propriétaire a le véhicule, bon, voilà, ça se comprend qu'il veuille changer de voiture. Par contre, si ça fait 1 semaine ou 2 semaines, là, ça sent un petit peu mauvais. Maintenant, n'oubliez pas non plus de demander un certificat de situation administrative, c'est-à-dire un certificat de non-gage. Il vous faut connaître la situation administrative de ce véhicule-là, voir s'il y a éventuellement un gage dessus qui pourrait vous empêcher une éventuelle demande d'immatriculation par la suite. Et maintenant, la phase paiement. Alors, la phase paiement, vous allez voir avec le vendeur, si le véhicule vous intéresse, le mode de paiement. Certains vont peut-être vous demander en espèces. Essayez de régler la plus grande partie du prix en virement bancaire. Et vous gardez petite marge de négociation en espèces. Parce que tout simplement, il se peut que quand vous reveniez chercher le véhicule, son état est peut-être changé par rapport à celui où vous l'avez vu auparavant. Et là, si vous avez un petit peu d'espèces dans la poche, vous allez pouvoir rediscuter encore le prix. Alors que si le véhicule est payé en son intégralité, eh ben c'est mort. Vous devrez soit faire une procédure, soit vous asseoir sur les réparations supplémentaires que vous aurez à faire. Voilà un petit peu. Eh bien écoutez, j'espère vous avoir rendu service. J'espère que toutes ces informations ont été complètes pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et bien sûr, à commenter cette vidéo. Merci encore. À la prochaine vidéo.